Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez bien? Bon, tout d'abord, merci pour la présentation. Et puis merci à tous d'être là. Je suppose que vous n'avez pas trop le choix, mais enfin bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un public aussi conséquent. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une réflexion sur 1848, révolution transnationale. Je vous exposerai en fin d'introduction les petites questions que je me suis posées pour la présentation actuelle, et puis vous me répondrez et on s'adaptera en fonction de ça. Tout d'abord, je démarre tout de suite et je poserai mes questions à la fin de l'introduction. Tout d'abord, première chose, parmi les éléments qui sont connus, sus et répétés, la révolution de 1848. Donc le rappel avec les Gilets jaunes était intéressant, on pourra également y revenir dans la discussion. C'est la plus européenne des révolutions. Donc du coup, d'où la pertinence au fond, je remercie Renaud d'avoir songé à moi, d'en parler ici aujourd'hui. Pour vous prouver ça, je vous ai amené quelques citations. Tout d'abord, Eric Hobsbawm, dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle L'ère du capital, qui vous dit donc 1848, le fameux printemps des peuples fut la première et ultime révolution européenne. Et puis vous avez la suite de la citation que je vous laisse découvrir vous-même. Et puis, 30 ans plus tard, dans un ouvrage majeur qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle La transformation du monde au XIXe siècle, l'historien allemand Jürgen Osterhammel dit, donc cette fois dans le cadre d'un ouvrage d'histoire globale, je cite aussi, on a affaire au plus grand mouvement révolutionnaire observé en Europe entre 1789 et 1917 à une échelle européenne. Et c'est vrai que cette révolution, elle est plus européenne que 1789, plus européenne que 1830-34, plus que celle de 1870-1873 ou que 1917-1921. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire ici à un phénomène qui a touché à des degrés divers les États italiens, la France, l'Empire d'Autriche, les États allemands, et puis un peu moins, on va le voir, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Scandinavie. Donc c'est une des rares révolutions, au fond, où tous ces espaces sont connectés. Le deuxième point, et ça c'est une différence par rapport à 1789, c'est qu'il n'y a pas la portée globale, telle qu'on peut le voir, par exemple, pour la Révolution française. On y reviendra. Alors, quand je vous parle de cette révolution, je vous parle d'une révolution qui a été surétudiée dans beaucoup de langues depuis très longtemps. Et au fond, on sait déjà beaucoup de choses. Alors, je sais que c'est pas terrible de commencer une présentation comme ça, mais il faut quand même le reconnaître. Je vais vous exposer surtout des perspectives pour décaler un certain nombre de points de vue, mais la masse des données est déjà largement connue. Ce qu'on connaît très bien, c'est les événements par pays. Si vous cherchez 1848, dans tel État italien, vous avez un livre, tel État allemand, vous avez un livre, etc. Plus récemment, on a commencé à s'intéresser aux connexions entre ces espaces nationaux, ce qu'on appelle l'histoire transnationale. Donc, je ne sais pas si vous êtes au fait, j'imagine que oui, mais enfin, je vais quand même vous donner les définitions canoniques. Par histoire transnationale, on entend une histoire qui étudie tout ce qui déborde le cadre strictement national, donc ce cadre qui a si longtemps prévalu en histoire, particulièrement pour le phénomène révolutionnaire. Si on rentre un peu plus dans le détail, les spécialistes d'histoire transnationale, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire sur la commune un peu plus récemment, va étudier les connexions entre les espaces, les configurations que forment tous ces liens entre elles et les polarités qu'on peut identifier dans ces ensembles de liens. Alors, ça déplace un petit peu le curseur. Quels sont les acquis actuels de ces approches? Donc là, on parle d'une approche plus récente dont les acquis sont en cours. Donc c'est une très vieille question, mais qui, comme tout le temps en histoire, continue d'être retravaillée. Alors, les choses qu'on connaît, au fond, ça va être ce qu'on peut appeler les conditions de possibilité, c'est-à-dire le terreau sur lequel prend forme ce mouvement révolutionnaire. Ça, ce sont des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Tout d'abord, une crise économique extrêmement importante entre 1846 et 1847. Les historiens allemands récemment ont montré un lien quasi direct entre les mouvements révolutionnaires et la gravité de la crise, avec des cartographies extrêmement élaborées. Deuxième chose, la dynamique de ce qu'on appelle les idées libérales
et nationale dans les années 1830-1840, en opposition à ce qu'on a appelé l'ordre de Vienne, et puis l'émergence de nouvelles conceptions démocratiques. Je ne développe pas plus, parce que je vais en parler dans un instant. Mais ça, c'est l'arrière-plan, si vous voulez, sur lequel prennent forme ces révolutions. Deuxième point, ça c'est un élément sur lequel on insiste plus récemment, c'est le caractère polycentrique des révolutions de 1848. Contrairement à d'autres, la grande particularité, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est européenne, c'est qu'il est très difficile d'identifier un seul démarrage, on va y revenir, et un seul lieu moteur. On en a plusieurs qui sont en interaction constante les unes avec les autres, et c'est pour ça qu'elles restent malgré tout difficiles à analyser. Quand on fait cours sur les révolutions de 48, on vous dit généralement ça. Les prémices éclatent en Sicile en 1848. Puis les journées de février 48 en France ont joué un rôle de signal pour d'autres foyers révolutionnaires qui éclatent à Milan, Berlin, Vienne, qui à leur tour suscitent d'autres réactions en chaîne. Deuxième chose qu'on commence à connaître un peu mieux, c'est que si ces insurrections sont liées entre elles, évidemment, il y a des circulations qui les associent. Donc, on sait, par exemple, que les journaux, qui sont plus importants, plus nombreux qu'en 1789, ont transmis très rapidement les nouvelles d'un pays à l'autre et ont procédé à des traductions, ce qui est évidemment essentiel, d'une langue à une autre des principaux textes, mots d'ordre. Renaud Meltz parlerait d'une opinion publique internationale, on pourra en discuter, mais en tout cas, il y a un espace de circulation. Deuxième élément de circulation, les hommes. Les hommes ont circulé, alors certains sont très célèbres, c'est le cas de Garibaldi, mais on a aussi des mouvements de volontaires. Par exemple, on a à peu près 1500 Français qui partent combattre en Italie en 1848-1849. Circulent aussi les mots d'ordre. On va trouver d'un terrain à un autre les mêmes mots, alors dans la langue à chaque fois, liberté, fraternité. On va trouver aussi des pratiques. On plante beaucoup d'arbres de la liberté dans toute l'Europe à ce moment-là. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'arbre de la liberté. En gros, c'est une ancienne pratique paysanne qui a été réactualisée avec 1789. On va prendre un village, vous vous mettez dans le village, la population se réunit. Vous plantez un arbre, vous mettez un petit drapeau dessus. En France, on met un drapeau français. Et le symbole est très clair. C'est-à-dire que l'arbre prend racine dans le sol de France et la liberté s'élève dans le ciel. C'est un symbole très fort. En 1848, les curés aiment bien les bénir. Et cette pratique est utilisée un petit peu partout en Europe. L'élément qu'on connaît le mieux de ces circulations, c'est un ouvrage récent que je vous ai indiqué, qui est celui de Marc Trogot, c'est les barricades. 1848, c'est le moment où les barricades, qui étaient déjà présentes auparavant, se diffusent dans toute l'Europe depuis la France. On va trouver des barricades à Paris, à Munich, Berlin, vous n'êtes pas obligé de noter chaque ville, Vienne, Bucarest, Cracovie, Milan, 2000 barricades à Milan, dans ce qu'on a appelé les 5 jours de Milan, c'est énorme. Venise, Prague, etc., etc. C'est vraiment un des rares dispositifs qui se diffuse à une échelle européenne et qui va devenir le marqueur de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. C'était moins le cas auparavant. Toutes ces circulations expliquent l'espèce d'air de famille, même s'il y a des différences évidemment entre les espaces, qui identifient ces insurrections. Où que vous alliez, dans les zones touchées, on va avoir une opposition à l'ordre qui avait été restauré en 1815, une demande de participation politique accrue, suffrage universel ou censitaire ouvert, l'urgence de la question sociale, je vous en ai parlé tout à l'heure, la question de l'autodétermination nationale, et puis ce qu'on a appelé l'esprit de 48, c'est-à-dire cette espèce d'ivresse qui fait que les gens ont l'impression que ces grands idéaux vont pouvoir se réaliser immédiatement. Voilà, ça c'est tout ce qu'on sait. Et vous voyez, c'est un événement effectivement remarquable, important. Mais beaucoup de choses restent encore à étudier. Tout d'abord, la question de la religion. On ne s'est pas assez penché sur ce problème.
qui a un rôle contradictoire, très présent dans l'expérience révolutionnaire, puis après dans la réaction. Les phénomènes de loyauté monarchique, quand on étudie les révolutions, on aime bien les révolutionnaires, et puis on oublie ceux qui ne sont pas d'accord, donc on les étudie un peu moins. Les sorties de révolution, même chose, ça ne se finit pas très bien, donc on préfère étudier le moment un peu chaud de l'affaire. Bon. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien, au fond, la nature des liens qui associent les événements entre eux. Je vous ai dit que les événements étaient connectés, qu'il y a des circulations, mais on ne sait pas très bien comment ces espaces sont réellement interconnectés. Le rythme et l'enchaînement des rythmes restent encore largement à préciser. En gros, ce que je vous ai présenté tout à l'heure comme étant une approche transnationale, vous vous rappelez, les liens, les configurations, etc. Bon, ça reste à poursuivre. C'est un des gros problèmes de cette approche. Ça vaut aussi pour les autres qu'on appelle impériales ou globales. Si ça vous intéresse, on en parlera dans la discussion. Mais en gros, la question c'est, une fois qu'on a vu qu'il y a une connexion, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens des connexions? Le fait qu'à Vienne, on fasse référence à Paris en 1848, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une diffusion des pratiques françaises? Est-ce que c'est une réinvention locale? Est-ce qu'il y a un effet retour? Vous voyez, tout est à recommencer à ce moment-là. Le fait de voir un contact, c'est plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une intervention qui vise à se sensibiliser à ces liens transnationaux. Alors, je le propose un peu à titre d'expérience, parce que moi j'ai davantage travaillé, je vous le disais, sur la Commune de Paris, donc je n'ai pas de terrain direct autre que le français. C'est essentiellement un travail qui est fait à partir des différentes synthèses disponibles. Mais je vous propose 2-3 déplacements pour s'exercer, donc n'hésitez pas à discuter après, en gros, c'est ça. 2-3 déplacements pour essayer de rentrer un peu plus dans cette révolution de 1848. Première chose, le problème... Par contre, c'est un cours que je fais depuis très longtemps, pas celui-là, mais la Révolution de 48. Quand vous faites un cours sur 1848, le problème, c'est que vous avez compris qu'on a à peu près 15 pays, 200 dates, des millions d'acteurs concernés, enfin des milliers plutôt que des millions en l'occurrence, et on se perd un peu dans la masse des informations. On n'arrive pas à rentrer dans le détail de chacune de ces révoltes. Donc ici, ce que je vais vous proposer, alors j'ai pas eu le choix, Renaud Mels disait gentiment que j'étais docile, c'est pas faux. En tout cas, il m'a dit, Quentin, il faut travailler sur France, Allemagne, Suisse. Pas de problème, je m'y colle. France, Allemagne, Suisse. Vous verrez que ça a une logique, que c'est un bon point. Alors au début, j'étais pas très content, j'en profite. Comme c'est filmé pour te le dire publiquement, je te remercie pas. Mais c'est un bon point d'entrée, vous allez comprendre pourquoi. C'est un très bon nœud. L'autre intérêt, c'est que ça va nous permettre de descendre un peu plus bas à l'échelle des insurrections elles-mêmes, y compris de certaines qu'on observe souvent un petit peu en passant et qui sont en réalité extrêmement importantes. Donc ça, c'est le premier déplacement. Le deuxième déplacement, c'est que depuis, en gros, ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2010-2011, il y a eu tout un travail des sciences sociales sur le phénomène révolutionnaire. C'est une question qui avait été oubliée et puis qui est à nouveau étudiée par les politistes, des sociologues, etc. Et l'idée, en gros, alors il n'y a pas non plus révolutionnaire, mais l'idée n'est pas bête. C'est, pendant très longtemps, on étudiait les révolutions en fonction de leur issue. À quoi est-ce qu'elles aboutissaient? Et souvent, ces issues, elles étaient comprises dans un cadre national. À quoi est-ce que ça aboutit à l'intérieur de chaque pays? Là, ce qui est proposé de plus en plus, c'est de faire attention à ce qu'on appelle les conjonctures fluides des crises politiques. On parlait des gilets jaunes tout à l'heure. On a bien vu qu'au moment le plus fort de l'événement, les choses tangue un petit peu, on ne sait plus très bien comment ça se passe. Voilà. Ce qu'on appelle une conjoncture fluide, ça bouge. En situation révolutionnaire, il faut imaginer que cette conjoncture se fluidifie de plus en plus au point que les acteurs ne savent plus du tout ce qui se passe. Et c'est là où on pense qu'on peut changer les choses, ou au contraire qu'il faut éviter de les changer. Ce que proposent ces travaux, c'est d'étudier ce que font traverser les événements. Non pas ce à quoi ils aboutissent, mais ce qui se passe pendant les événements. Et ça change quand même pas mal les choses. Tous ceux qui échouent, tous ceux qui ratent, tous les espoirs abandonnés font partie de l'enquête et ne sont plus des choses qui étaient destinées à être abandonnées. Donc c'est une autre révolution qu'on voit à ce moment-là. Et le troisième déplacement que j'avais prévu, mais que j'aurais pas le temps de faire, c'est pas grave, c'était l'ouverture impériale et globale, qui permet évidemment de s'intéresser sur ce caractère
européen, hein, je voulais faire référence ici au colloque qui s'est tenu en décembre de cette année sur les mondes de 1848, que connaît bien Eduardo Frezet, bonjour. Et simplement, j'aurais pas le temps d'en parler, donc même chose si vous voulez qu'on en discute au moment de la conclusion. Enfin, je l'évoquerai en conclusion. D'accord ? Je me suis concentré sur les espaces qu'on m'avait indiqués. Mon plan suivra 2 parties. Grand 1, les connexions entre les 3 espaces au démarrage. Et puis grand 2, on va faire un essai de comparaison croisée des trajectoires. Alors, c'est ici que se posent mes questions. Comme je ne sais pas votre degré d'intimité avec cette révolution, ces révolutions, ces espaces, je ne sais pas à quel degré de détail je dois rentrer. D'accord ? Donc, je vais vous faire le topo, mais si vous êtes perdu, si vous demandez des détails, si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas à m'interrompre. On en a pour 1 heure. Si 1 heure intégrant l'introduction, hein, je vous rassure. Si ça dure plus longtemps, c'est pas grave. Je m'arrêterai, on passera à la conclusion. Ce qui va m'intéresser moi personnellement, c'est la discussion que je peux avoir avec vous. Donc, si ça dure trop longtemps parce que je suis rentré dans le détail pour vous préciser tel ou tel aspect, pour moi, ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc, on parle là-dessus. Vous n'hésitez pas à lever la main. Vous me dites, bon là, je comprends plus rien. Précisez. Alors, commençons. Là, vous avez une carte de... oui, ça commence bien. Hein. C'est la carte officielle des révolutions de 1848. Quand on parle de polycentrisme, oui, il faut savoir qu'on est dans une période où l'Italie n'existe pas, on a une péninsule italienne, l'Allemagne n'existe pas, c'est une confédération germanique. Bref, faut faire un petit effort d'imagination aussi avec moi. Mais quand je vous parle de polycentrisme, hein, vous voyez sur cette carte, on voit très bien les 2 pôles principaux. Alors la carte est un peu trompeuse en réalité, mais on a un pôle italien, un pôle parisien et un pôle viennois. Ça va ? Mais on va essayer de réfléchir à cette histoire de polycentrisme, donc plusieurs centres, ça vous comprenez. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire polycentrisme concrètement ? Et le deuxième intérêt, c'est qu'est-ce qu'on voit quand on fixe l'attention sur les 3 espaces que m'a imposé honteusement, de façon complètement autoritaire, Renaud, hein, ce qui est quand même pas sympa de sa part. Alors, première chose, ce qui est quand même très important, c'est que ça permet de revaloriser un territoire qu'on oublie toujours, mais qui en fait est très important. Et c'est l'historien britannique Christopher Clark qui a suggéré de réinvestir ce terrain. Précisément, c'est la Suisse. C'est pour ça que c'était une bonne idée. Donc, on va voir ce qui se passe en Suisse en 1847. Donc, en gros, tout au long des années, on va faire une analyse régressive. Je vais partir de 48 et puis on va remonter progressivement en avant pour comprendre en quoi, en fait, cette guerre civile suisse est une guerre civile déjà européenne. C'est l'objet de ce grand 1, petit a. Ah oui, pareil, c'est 2 parties, 3 sous-parties. C'est la formation classique. Bien. Donc tout au long des années 1840, la Suisse est traversée de conflits civils entre des cantons protestants, plutôt libéraux, et des cantons catholiques et conservateurs. Tension constante. En 1846, on est au bord de la guerre civile. Et en gros, on a un parti radical qui s'impose de plus en plus. Et ce que veut ce parti radical, c'est un pouvoir central plus fort, la liberté de la presse et une économie ouverte. Alors, le problème, vous verrez, c'est que libéral, radical n'a pas le même sens en fonction de chacun des espaces. Mais ça, je vous le préciserai à peu près à chaque fois. Ce parti radical est en train de s'imposer à la diète fédérale. Donc, ça, vous savez, c'est une confédération. Donc, vous avez un organe fédéral. Et les cantons catholiques s'opposent à ça et s'organisent en ligue qui va s'intituler le Sonderbund. Je vous l'ai mis, la guerre civile du Sonderbund. Guerre civile qui dure donc du 3 au 29 novembre 1847. Dit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment une guerre civile interne aux Suisses. Des cantons, les catholiques, les protestants, la diète fédérale, etc. En réalité, c'est immédiatement un phénomène européen. Très vite, l'Autriche et la France veulent intervenir. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. À la fin de l'aventure napoléonienne, se met en place un dispositif qu'on appelle l'ordre de Vienne, où les principales puissances conservatrices décident d'intervenir dès qu'il y a une menace d'insurrection.
Et là, c'est le cas. Et notamment, c'est la France, avec le ministre, alors ça, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Si vous le connaissez, c'est bien. François Guizot, donc ce qui sera l'équivalent, en tout cas, du chef du gouvernement français, propose une intervention de toutes les puissances européennes. D'accord ? Et de la même manière, les adversaires, les libéraux et les radicaux, font le même calcul, comprennent très bien que cette affaire les concerne aussi. Et on va trouver dans les fameux banquets, alors je dis fameux, c'est pareil, mais vous savez qu'il y a des campagnes de banquets entre 1840 et 1848, dans les banquets des libéraux français, on a des toasts qui sont portés en faveur des Suisses et de la liberté. Donc il y a des échos, comme ça, français. Alors ces échos sont un peu légers. Si vous aimez bien les échos un peu plus directs, il faut vous déplacer au Piémont, nord de l'actuelle Italie, ou en bas de Wurtemberg, on y reviendra dans un instant, où là on a des volontaires qui s'engagent pour la défense de la cause suisse. C'est-à-dire qu'on a un volontariat transnational qui va défendre la cause de la liberté en Suisse. Donc c'est un phénomène européen. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la Suisse, telle qu'elle se présente à ce moment-là, en 1847-1848, c'est déjà le produit d'une construction liée au règlement international d'après Napoléon Ier. En gros, donc là on remonte un petit peu, c'est là où je fais des rappels. En 1792 se met en place une république à Genève qui s'appelle la République de Genève. C'est un mouvement révolutionnaire indépendant de la France, très démocratique, très violent aussi. Cette République de Genève est annexée par la France en 1798. Et puis, après l'expérience de l'Empire napoléonien, le maître d'œuvre de l'ordre de Vienne, qui est un Autrichien qui s'appelle Metternich, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, notez les Autrichiens, mais impose ce qu'il va appeler une confédération helvétique. Et c'est toute la logique de l'ordre de Vienne, c'est-à-dire que l'idée, après l'Empire napoléonien, c'est de mettre en place des États tampons pour éviter que la France relance une révolution. Donc on en met un avec les royaumes des Pays-Bas et du Nord, on fait le royaume de Piémont-Sardaigne, et puis la Suisse joue un peu ce rôle-là, avec une structure fédérale très lâche. Donc, autrement dit, les principales puissances européennes étaient déjà impliquées dans tout ce qui allait arriver à l'intérieur de cet État confédéral suisse. Ça va ? Alors, cette guerre du Sonderbund, pourquoi est-ce que les gens ne s'y intéressent pas plus que ça ? Elle est très courte, déjà, elle ne dure pas très longtemps. En plus, elle ne fait pas beaucoup de morts, 93. Mais le résultat est quand même intéressant, puisque les cantons catholiques échouent, les libéraux et les radicaux l'emportent, et ils mettent en place une nouvelle constitution fédérale. Toujours pareil, dans le cadre de l'histoire transnationale, on notera, c'est intéressant qu'on s'inspire des États-Unis. Il y a toute une histoire transnationale du fait républicain là, qui se dessine, qui sera un peu la toile de fond de mon exposé aujourd'hui. Mais met en place une monnaie commune, une union douanière, et l'historiographie suisse la considère comme la naissance de l'État-nation suisse moderne. C'est contestable, mais en tout cas, c'est ainsi. Voilà pour cette guerre civile suisse. Ce que dit donc l'historien britannique dont je vous parlais tout à l'heure, là, Christopher Clark, c'est que la Suisse, c'est le crash test, c'est son expression, de l'ordre de Vienne. Il ne pouvait pas y avoir de tumulte social qui ne soit pas en même temps un problème d'ordre international. Autrement dit, la Suisse est un peu plus que simplement un arrière-plan du printemps des peuples. Mais là où on avance, donc là je passe dans mon petit B sur la France, on n'a pas de lien direct, on a ici un arrière-plan, mais on n'a pas de lien direct, autre que cette attention, avec ce qui va être le déclenchement du poids lourd de la vague insurrectionnelle, qui est précisément la France. Ici, faut faire un tout petit arrêt sur un problème majeur de l'historien auquel vous allez être vite confronté si ce n'est pas déjà le cas, c'est la question de la causalité. Vous voyez bien, quand on fait une ouverture transnationale, les causes qui avaient l'air évidentes, tout de suite se pose la question, est-ce que, au fond, la Suisse n'est pas une des causes du développement de l'insurrection de 48
en France. Ce qu'il faut bien voir, là je ne pouvais pas vous donner de réponse, hein, parce que je pense qu'il n'y en a pas, mais bien souvent, les causes, on les construit toujours rétrospectivement, jamais avant l'événement, mais toujours après. Donc c'est toujours une construction de l'historien, et plutôt que de prétendre avoir affaire à des causes évidentes qui étaient là depuis toujours et qui s'expriment naturellement, il vaut mieux parler lorsqu'on a affaire à un phénomène révolutionnaire, et plus encore lorsqu'on fait une ouverture transnationale, de conditions de possibilité, c'est-à-dire des éléments qui sont là, dont certains vont agir, d'autres pas. De la même manière, il faut intégrer absolument, en plus de ces conditions de possibilité, la dynamique de l'événement lui-même. Chaque événement crée ses propres causes, ce qu'on appelle la force créatrice de l'événement. Et à partir de là, on peut intégrer un plus grand filet de causes et essayer de les hiérarchiser, c'est-à-dire définir au fond ce qui vont être des éléments un petit peu présents et d'autres éléments plus massifs. D'accord ? Donc causalité, plutôt parler de conditions de possibilité. Et c'est vrai que pour la France, même si cet arrière-plan européen est présent, les éléments qui vont apparaître après coup comme des causes semblent davantage internes au cadre français lui-même. C'est logique puisqu'on a affaire à un État-nation un peu plus structuré. Alors, ces causes, elles sont assez bien connues. Vous avez eu un cours sur la Révolution de 48 en France ou pas ? Ouais, donc je peux passer un peu plus vite, là, c'est bon pour tout le monde ? Ok. Donc, la crise économique, ça va, vous la connaissez. La mémoire révolutionnaire, et puis le fameux blocage politique de François Guizot qui refuse l'ouverture du sens. Tout ça, vous connaissez donc, je m'en réjouis, par cœur. Reste le déclencheur, hein, l'interdiction de la campagne des banquets, le 22 février, et dès le 22 février, le lendemain, donc ça, vous n'avez même pas besoin de prendre de notes, vous connaissez, vous n'avez qu'à suivre le flot de mes paroles. Le 22, la population parisienne s'amasse dans les rues et commence ici le processus révolutionnaire. C'est ici qu'intervient ce que je vous disais, la dynamique révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est irréductible à ce qui va se passer dans l'enchaînement des révolutions, des faits à partir de février 1848. D'accord ? Il y a une causalité propre à la dynamique révolutionnaire. Ça marche très bien pour 1848, parce que vous savez que le 23, on a des barricades qui sont construites, et puis que le soir, il y a cette fameuse échauffourée du boulevard des Capucines. Alors ça, les historiens et les philosophes de l'histoire s'arrêtent depuis des années, voire des décennies, voire des siècles maintenant, parce que c'est la réflexion sur la causalité en histoire, elle est là. Hein. En gros, la foule s'amasse sous les fenêtres du ministère des Affaires étrangères, la foule tire, 16 morts, et la population prend les cadavres, les met sur un chariot, ce qu'on appelle la promenade des cadavres, les promène dans toute la ville, et puis à partir de ce moment-là, l'émeute tourne en insurrection. C'est là où il y a tout le débat, en gros. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, est-ce que la révolution de 48 aurait eu lieu ou non ? La question est un peu oiseuse, mais elle permet de se rendre sensible au fait qu'il y a une dynamique des enchaînements propres aux révolutions. Hein, puisque après cela, évidemment, le 24 février, on a des barricades dans toute la ville. Les cris « Vive la République » résonnent. Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, c'est pas très sympa, le petit-fils en question a 9 ans, mais c'est plus du tout lui qui décide, vous connaissez la suite de l'histoire. Les listes de noms circulent, la décision se fait devant l'hôtel de ville, au soir du 24 février, et on prononce les noms du gouvernement provisoire. Ça va, je passe un peu vite, mais du coup je pars du principe que ça, vous connaissez. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'effet de la France, de l'événement de 48 français sur le reste du territoire européen est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la révolution à Paris en février 48, d'autres mouvements se déclenchent. Alors pourquoi je dis que le lien est plus fort ? D'une part, parce qu'il est plus proche dans le temps, hein, dès le 27 février dans certains espaces allemands, on va le voir dans un instant. Et d'autre part, parce que les acteurs en parlent. Hein, ils disent il faut faire, comme en France, la liberté. Donc on a deux types de liens, un lien objectif et un lien subjectif, si vous voulez. On a un lien direct. Mais on parle de polycentrisme parce que, comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, il n'y a pas que la France. L'autre poids lourd, je vous l'ai dit, c'est Vienne. France, 22-24 février. Début mars, les choses se corsent un petit peu en Hongrie, qui est donc dans l'Empire autrichien. Et le 13 mars, des émeutes
ont lieu à Vienne. Metternich s'enfuit, et à partir de là, on a une accélération des dynamiques révolutionnaires dans toute l'Europe. Donc il faut avoir les deux pôles, France, enfin Paris et Vienne, pour avoir cet effet d'embrasement dans toute l'Europe. Embrasement donc dans la péninsule italienne, avec Venise, Milan, etc. Et bien sûr, dans l'espace germanique. Et c'est là que je vais m'y arrêter, parce que, encore une fois, je suis docile. Petit c, donc l'espace germanique. Donc vous avez compris, on a affaire à une confédération. Je ne sais pas si je vous ai mis la... Voilà, la confédération germanique, créée en 1815. Donc c'est une somme de différents États qui rend l'analyse compliquée. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on voit d'emblée, quand on a cette carte, que parler d'Allemagne, c'est juste une erreur. Il n'y a pas d'État-nation allemand. D'accord. Donc quand on dit qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne, juste en fait on se trompe. Bon. Alors l'espace germanique. Comme en Italie, à l'annonce des événements français, puis des événements viennois, parfois de l'un, parfois des deux, les gouvernements chutent et les révolutionnaires vont demander la création d'un parlement. À Berlin, les 18 et 19 mars, des journées font céder Frédéric Guillaume IV, qui accepte une constitution plus libérale. On commence par les faits, et puis après on va les analyser un peu plus en profondeur. En Bade, donc c'est un territoire sur lequel je vais m'arrêter, parce qu'il est vraiment, vous voyez, c'est la zone en orange. Il est intéressant parce qu'il est typiquement à la frontière de nos trois espaces. Et vous allez voir, en plus, là pour le coup, c'est probablement le plus intéressant de l'affaire. En tout cas, en Bade, le 1er mars, le grand-duc accepte les demandes des manifestants. À Munich, on a une agitation populaire le 3 mars, et le roi, qui s'appelle Louis Ier de Bavière, abdique en faveur de son fils, qui accepte lui aussi des réformes plus libérales. Là encore, dans le cas de l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la dynamique transnationale. Le lien avec Vienne et Paris est beaucoup plus fort, parce qu'il est dit et direct. Mais on a aussi évidemment des logiques nationales. On a toute une série de débats en réalité qui parcourent toute la période qu'on appelait le Vormärz, de 1815 à 1848. On a des logiques locales, et puis on a, comme je vous le disais, la dynamique propre de l'événement. Il faut bien comprendre au sein de cet ensemble confédération germanique que chaque événement va avoir un effet sur chacun des autres États. On a donc une configuration, une chaîne complexe d'interactions à l'intérieur de la confédération du Rhin. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette configuration, c'est-à-dire cet ensemble de liens qui définit la Révolution de 1848, là où je voulais vous amener, c'est à l'idée qu'il faut dessiner des champs de force, c'est-à-dire que je vous le disais, il y a des polarités plus ou moins fortes à l'intérieur de ces interactions. Contrairement à la Suisse, qui est donc important, mais qui n'a pas d'effet direct, les deux pôles français et autrichiens jouent un rôle plus immédiat. Et sur ces deux pôles, la France occupe un rôle symbolique tout à fait particulier. Le rôle du relais parisien est manifeste dans chacune des révolutions dont je viens de vous parler. Alors, pourquoi pas manifeste ? Vous allez voir. Si vous allez à Vienne, les Viennois vont demander la création d'une garde mobile sur le modèle de la garde nationale française. Là, on a une circulation. Au moins des référents, voir après ce qui se passe. Même chose, des arbres de la liberté sont plantés dans le Württemberg. On chante la Marseillaise à Berlin. Et puis, je vous l'ai dit, la barricade devient le référent révolutionnaire par excellence. Tous ces trois petites plongées permettent de préciser donc ce qu'on peut entendre par polycentrisme. D'abord, le problème que le mot pose. C'est un mot un peu commode, mais encore une fois, on ne comprend pas si certains centres sont plus importants que d'autres ou pas. On ne comprend pas le poids différentiel de chaque événement. Certains événements sont plus importants que d'autres. On saisit mal la question de l'émergence, dont je vous parlais tout à l'heure. On saisit mal également la nature des interrelations. Polycentrisme, en fait, devrait être une invitation à poursuivre l'enquête et non pas à se contenter de la carte magnifique que je vous ai présentée ici. Cette carte, au fond, ne dit rien des dynamiques propres de 1848.
En revanche, le terme est intéressant et doit être gardé parce que, alors ça marche particulièrement pour la France, hein, vous savez qu'en France, on a toujours tendance à penser que notre pays est au centre de toutes les dynamiques révolutionnaires. Non. Et notamment, on est souvent dans une logique diffusionniste, c'est-à-dire que le centre est français et puis les autres ne font que copier le modèle français. Et s'ils avaient mieux respecté tout ça, ça se passerait beaucoup mieux, évidemment. Non, chaque révolution, pour ses acteurs, est son propre centre. Donc Berlin est le centre de sa propre révolution. Il faut vraiment arriver à se mettre ça en tête. Et au fond, la France n'est pas un modèle. Il faut bien s'entendre sur ce que signifient ces réappropriations. Quand on chante la Marseillaise à Berlin, on ne chante pas une ode à la France, mais on chante un chant qui a une valeur symbolique forte correspondant à l'idée de liberté. On parle d'appropriation sélective pour donner plus d'efficacité à son propre mouvement. Si un jour vous lancez une révolution, vous débrouillez comme vous voulez, mais en général, au bout d'un moment, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez devoir utiliser des choses qui sont là, ce qu'on appelle un répertoire d'action, et la France fait partie des éléments de ce répertoire d'action. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vouloir reproduire exactement la même chose. Vous allez pouvoir faire votre propre mouvement. Par exemple, en Allemagne, on se méfie énormément de l'idée de république. Donc on peut planter des arbres de la liberté, on peut chanter la Marseillaise, mais beaucoup d'acteurs préfèrent une monarchie libérale. D'accord ? C'est pour ça qu'au fond, là, on tient notre révolution multifacette. Plusieurs liens, plusieurs centres, chaque acteur est son propre centre. Certains pôles sont plus importants que d'autres. Vous voyez, on n'a plus tout à fait affaire à la même chose. Là, on a l'impression de rentrer dans un champ de force en mouvement constant qui devient malheureusement beaucoup plus dur à analyser. Et c'est là où des travaux manquent. Est-ce que tout va bien pour l'instant? C'est bon? Ça va pas trop vite? Il n'y a pas de souci? Parfait. On passe aux trajectoires. Donc encore une fois, l'idée c'est qu'il faudrait mener un travail spécifique sur ces circulations. La personne que je vous présentais tout à l'heure, Marc Trogot, est en train de travailler dessus, donc on attend avec impatience son résultat. Mais déjà, juste en ayant cet angle de vue, on peut commencer à discuter quelques idées reçues. Parmi ces idées reçues, il y a la suivante. Dans le printemps des peuples européens, si on a une lecture par nation, on a très vite l'idée qu'au fond, la France serait plus républicaine et sociale, et les autres, que vous soyez en Italie, en Autriche, dans l'espace germanique, etc., seraient plus libérales et nationales. Et on a souvent cette idée-là. La France est un peu plus radicale. Alors ça se tient, d'une part, la France, elle a bien une république. D'une part, c'est un des rares pays européens avec l'Angleterre à avoir déjà un État qu'on peut considérer comme un État-nation, même si ça mène la discussion. Puis c'est un pays qui est déjà marqué par la première vague d'industrialisation. Donc à la limite, ça se tient. Si vous comparez avec les territoires de la Confédération germanique, les projets sont plutôt monarchiques, l'industrialisation est moins développée, et on a bien une idée nationale, tout le monde parle l'allemand, mais qui est partagée entre plusieurs États. Donc les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Simplement, une approche sensible aux connexions va un peu compliquer ce partage trop simple. Ce que je vais vous proposer, c'est de centrer l'attention sur ces deux espaces. Et puis, comme si on n'avait pas le choix, cela va nous ramener inévitablement à la Suisse. Commençons par la France, sur lequel, du coup, je peux passer plus vite, puisque vous connaissez. Vous savez, donc grand 2 petit a. Vous savez qu'au moment où l'événement se diffuse comme ça dans toute l'Europe, le grand poète Lamartine, qui est ministre des Affaires étrangères, lui n'a aucun problème à expliquer que la France est le phare de la Révolution et que, heureusement, la liberté va arriver parce que la France est à la tête de cet immense mouvement. Simplement, vous le savez comme moi, la situation du gouvernement provisoire en réalité n'est pas très évidente. Le mot République a été imposé par la rue. Ils ne savent pas très bien quelle est leur légitimité. Et l'objectif de ce gouvernement provisoire, ça va surtout être très rapidement de mettre en place des élections au suffrage universel masculin qui seul pourra décider du nouveau régime. Simplement,
dans le temps chaud des débuts de la Révolution, entre la pression de la rue, l'élan de l'événement et ses hésitations, le gouvernement provisoire prend une série de mesures qui vont être absolument décisives. Donc je vous les ai mis là sur le PowerPoint. Normalement, vous les connaissez déjà. Hein. République, suffrage universel, abolition de l'esclavage, abolition de la peine de mort en matière politique, ça c'est pour ne pas reproduire la terreur, liberté de presse et de réunion, droit au travail, ateliers nationaux. Bon, ça c'est votre cours. Je m'arrête juste 2 secondes sur un élément important, c'est ce fameux droit au travail. C'est pas le droit du travail, c'est l'idée que tout le monde, enfin que l'État doit garantir à tout le monde le droit de travailler. Une commission est installée au Luxembourg qui est chargée d'étudier toutes les questions relatives au travail. Et donc il y a toute une immense réflexion qui se met en place en France sur l'organisation des rapports économiques et sociaux. Et parallèlement à cela, se multiplient à Paris, dans les grandes villes, des associations d'ouvriers, des corporations d'ouvriers, des associations de consommateurs et de producteurs. Et l'objectif, c'est de mettre en place ce que les ouvriers et les socialistes appellent la République démocratique et sociale. L'argument est assez simple, on ne peut pas changer la forme politique si on ne change pas les rapports économiques et sociaux. C'est une erreur pour eux. Et pour avoir cette République, qu'ils vont appeler également la République vraie ou la République concrète, il faut passer par le relais de l'association. Et en fonctionnant par association d'associations, on arrivera à avoir un régime plus juste où le pouvoir économique et social est directement entre les mains des citoyens. Donc il faut bien voir l'importance quand même des projets, ça c'est ce qu'a bien montré notamment Michel Riot-Sarcey, la force d'arrachement des projets politiques qui sont produits pendant ces révolutions. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils n'ont pas abouti qu'ils ne sont pas puissants. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce mouvement associationniste s'est développé en France au point d'inquiéter le gouvernement en place. Alors vous connaissez la suite. Très vite, on a une tension entre ce projet de république intégrale des ouvriers, bon, c'est les ouvriers qualifiés plutôt, et puis les députés élus au suffrage universel en avril, qui sont plutôt des républicains modérés. Tout ça se résout dans le sang lors des fameuses journées de juin 1848. Puis débute un processus de réduction de la République. Même chose, je passe un peu plus vite puisque c'est votre cours, hein, mais en gros, les républicains radicaux ont obtenu le suffrage universel. Ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont oublié qu'en situation de suffrage universel, c'est la majorité qui l'emporte. Et qu'en France, à ce moment-là, 80% de la population est rurale, donc tout ne se décide pas dans les villes. Ce qui aboutit, sachant qu'il y a quand même un 48 rural très important, mais enfin bon là, ça demanderait des discussions un peu plus poussées, mais disons que lorsque ont lieu les élections présidentielles en décembre 48, on élit un Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, puis en avril 49, on va avoir une chambre à majorité conservatrice, et on se retrouve avec ce phénomène assez curieux d'une république qui est aux mains de non-républicains et qui se retourne contre les républicains. Donc c'est la fin de la liberté de presse, fin de la liberté de réunion, et en mai 1850 est votée une loi qui réduit le suffrage universel. Bon, ça va, tout ça, vous êtes avec moi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout au long de cette dynamique, à aucun moment le lien avec les autres événements ne cesse. Le printemps des peuples, à l'évidence, a accéléré l'esprit de 1848 en France et a donné chair à l'idée qu'on pouvait mettre en œuvre un monde nouveau. De la même manière, en mai 1848, on a un énorme rassemblement qui est organisé, qui aboutit à une tentative d'attaque contre la Chambre, et cette manifestation, elle est organisée pour soutenir la Pologne en train de se faire massacrer par les Russes. Il y a vraiment cette idée que c'est le même combat qui est menacé. Et puis, pour vraiment se rendre compte du fait que la France passe du côté conservateur, il suffit de voir le moment où le président de la République décide d'intervenir contre la République romaine, ce qu'on a appelé l'affaire de Rome, ce qui évidemment va provoquer un drame. Simplement, ce qui est intéressant ici, c'est que même si la dynamique française est constamment connectée au reste de l'Europe, on a davantage l'impression
qu'elle suit son mouvement propre. De la même manière, ce qui est intéressant, si on cherche bien, on trouve évidemment des références aux expériences allemandes, mais elles sont moins présentes que, par exemple, l'italienne ou que la polonaise. Ce qui est moins vrai de l'autre côté. Dans les expériences des pays germaniques, la référence française est continue. Donc ça, c'est un autre point important. Si vous faites des approches transnationales, vous devez faire attention au déséquilibre des attentions. C'est-à-dire que certains espaces ne regardent pas ce qui se passe à côté, quand d'autres regardent ce qui se passe pour le voisin en question. De la même manière, il faut intégrer les dynamiques propres à chaque espace en même temps que ce jeu de circulation, ce qui complique évidemment l'analyse. Alors tout ça est plus intéressant encore dans le cadre de l'Allemagne, c'est ce qu'on va voir dans le petit 2. Est-ce que vous avez eu le cours sur 1848 en Allemagne? Oui, aussi. Donc le Parlement de Francfort, tout ça, vous connaissez? C'était il y a longtemps? Bon, bah, on va vous réveiller un petit peu, la mémoire. Alors, allons donc dans notre fameuse confédération germanique. Dans de nombreux États allemands, la nouvelle de la République en France va entraîner, je vous l'ai dit, des demandes de droit qui elles-mêmes sont inscrites dans des luttes antérieures. Et quand on constate le changement, les mesures libérales qui sont prises dans toute une série de principautés et États, on décide de mettre en place une chambre nationale qui permettrait de réaliser une vieille revendication depuis la période napoléonienne, qui est une unité allemande qui serait libérale. On met en place pour cela un fort parlement, puis on organise les élections au Parlement de Francfort à partir de mai 1848. Donc c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'en Allemagne on a un État-nation, mais ce que produit la révolution de février 48, c'est la possibilité d'un État-nation. Donc on est dans cette tentative-là. Deuxième chose, on dit souvent que la version allemande, c'est une version plus libérale. Le suffrage qui est pratiqué au moment des élections de Francfort, il n'est pas universel. Bon, les femmes ne sont toujours pas conviées au vote, ça pourrait être un autre élément de discussion. Mais il est très large, puisque 80% de la population masculine obtient le droit de vote. Et on met en place un exécutif provisoire. Donc il faut bien voir quand même l'importance majeure de ce Parlement de Francfort. Là encore, j'avais travaillé un moment sur ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel en histoire, la question du possible. Qu'est-ce qui se serait passé si? Le contrefactuel par excellence de l'histoire allemande, c'est le Parlement de Francfort. Si le Parlement de Francfort s'était maintenu, on n'aurait pas eu l'Empire, le nazisme, etc., etc. Vrai ou pas vrai, c'est pas le problème, ça permet juste de se rendre compte de l'importance, au fond, de ce possible non-advenu dans l'histoire allemande. Alors, la présence des députés dans cette chambre est extrêmement varié. Le nombre des députés dans cette chambre est extrêmement varié. On a des conservateurs, des libéraux, des parlementaires, des démocrates. Ici, c'est vrai que les démocrates sont moins puissants qu'en France. La dynamique est beaucoup plus libérale. Je vous fais grâce de Heinrich von Gagern, puisque je vais quand même m'attacher à tenir mon temps. Vous savez que très rapidement, on a des tensions qui s'expriment au sein de ce Parlement sur le type d'État à mener, monarchie ou pas monarchie, république ou pas, et puis sur le type d'Allemagne, est-ce qu'il faut une grande ou une petite Allemagne? Grande Allemagne, c'est avec l'Empire d'Autriche, la petite, c'est sans l'Empire d'Autriche. Finalement, une constitution est adoptée, mais l'expérience échoue, puisqu'en mars 1849, on propose à Frédéric Guillaume IV d'être empereur d'Allemagne, et celui-ci refuse. Et donc tout ce que je viens de vous raconter s'effondre d'un coup. On a donc bien là une expérience beaucoup plus libérale, donc qui correspond assez bien à ce que je vous racontais au départ. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est une seconde vague. On a tout un phénomène de contre-mouvement décalé à partir de 1849. C'est pour ça que j'ai appelé ce petit b rythme et contre-rythme allemand. Et souvent, on a du mal à intégrer la seconde vague de 1849 dans l'analyse globale de la révolution du printemps 48. Parce que quand vous faites l'histoire du printemps des peuples, à ce moment-là, vous êtes déjà en train de parler de la réaction. Et au moment même où on a une phase de réaction qui est observable, ici, qui est observable en France, etc., on a
une relance radicale dans certaines régions. Et ça, on a du mal à intégrer dans le récit. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous maintenant. Il faut bien voir que si, à la Chambre, ce sont plutôt les libéraux qui sont présents, on a un puissant courant démocrate qui s'est diffusé en dehors de la Chambre. À partir du moment où le Parlement a voté les lois de liberté d'association, de presse, etc., on a une explosion de la pratique associative dans les espaces allemands. Donc on a des associations ouvrières, constitutionnelles, catholiques, etc. Mais les plus importantes, comme en France, c'est là où il y aurait des analyses encore à poursuivre. Il y a un grand colloque qui se prépare en 2019 justement là-dessus. Les plus importantes sont les associations ouvrières et démocratiques. Les associations démocratiques, c'est environ 200 000 membres au moment de leur apogée. Donc on a un courant extrêmement puissant, qui nous amène donc à notre seconde vague révolutionnaire. Alors j'avais hésité à vous parler de la présence du russe Bakounine en Saxe, mais l'expérience badoise m'a paru plus intéressante. On a commencé à -20, donc du coup je pousse jusqu'à -20. Alors, hop là. Tout d'abord, l'expérience donc du duché de Bade. Vous vous rappelez le duché de Bade, on comprend pourquoi, au fond, il va être très sensible aux impulsions venues de France ou de Vienne. Première expérience républicaine très tôt, dès avril 1848, avec quelqu'un qui va nous servir un petit peu de guide, qui est Friedrich Ecker, qui est un démocrate, qui est très célèbre dans l'historiographie allemande. Dès la nouvelle de la République, et on va suivre ce qui se passe en bas, et vous allez voir, toutes les chronologies sont décalées. Donc reprenons les choses début février. Dès la nouvelle de la République en France, donc le 24 février, le 27, 3 jours plus tard, 3000 personnes se réunissent en assemblée populaire et font une série de demandes qui correspondent à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Garde nationale, abolition de la censure, fin des droits seigneuriaux, etc. Et le grand-duc accepte cette réforme. Donc, Bade est un très bon exemple de cet effet direct du lien avec la révolution de février 48. Mais la mise en place du Fort Parlement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est vécue en Bade comme une véritable trahison, puisqu'ici, le courant démocratique est beaucoup plus fort. Et Ecker prend la direction d'un mouvement républicain insurrectionnel et le 12 avril proclame la République allemande à Constance. Donc on a une république qui ne dure pas très longtemps, mais on a une république. Il met en place une armée de 6000 hommes et là, quand on redescend un petit peu au ras du sol, on voit de nouvelles connexions se mettre en place. Il est rejoint par des insurgés qui viennent de toute l'Europe, y compris des Français. Donc on a à nouveau un mouvement transnational au sein de ce mouvement républicain allemand, et qui forme une légion démocratique allemande qui est vaincue très rapidement. Un feu de paille. Simplement, il y a une seconde vague. Et là, elle est liée à l'expérience du Parlement. Après l'échec du Parlement de Francfort, on a en mai toute une série de soulèvements qu'on appelle les soulèvements de mai, qui est cette fois encore plus démocratique que le précédent. Donc vous voyez, si on choisit comme angle d'observation le duché de Bade, c'est plus du tout la même histoire que je suis en train de vous raconter. Et ici, on va avoir, donc le grand-duc fuit, un gouvernement provisoire est mis en place en juin 1849, qui est donc une république dirigée par un libéral. Et à ce moment-là, d'autres connexions apparaissent. Le général révolutionnaire qui va diriger l'armée badoise, c'est un Polonais, Ludwik Mierolawski. Donc, je prononce très vite pour faire le malin, mais vous pouvez le recopier tranquillement sur le PowerPoint. Et qui, lui, avait déjà conduit les soulèvements de Pologne en 1848. Ici, on voit le printemps des peuples en acte. Des Français qui viennent dans un premier temps, des Polonais qui prennent la direction d'un mouvement démocratique allemand. Et puis on va en retrouver d'autres. On va retrouver dans cette expérience républicaine de Bade un certain Friedrich Engels, socialiste. En février 1948, avec Karl Marx, il a publié le manifeste du Parti communiste. Et tous ces événements sont suivis de près par Marx, qui dirige alors la nouvelle Gazette rhénane.
On a toute une série de liens comme ça qui se mettent en place. Il ne faut pas oublier que si on s'intéresse aux connexions, il faut suivre les connexions à l'extérieur de la Confédération germanique, mais également à l'intérieur. Et là, on voit se mettre en place des réseaux entre différents États de cette Confédération germanique. Là encore, cette expérience échoue. Elle est littéralement massacrée en juillet 1849. Mais pour avoir juste une idée de l'importance de cet événement, 80 000 personnes quittent le pays, c'est-à-dire 5% de la population. 5% de la population s'exile en juillet 1849. C'est tout sauf un événement mineur. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse toujours aux grandes capitales qu'il faut rater en quelque sorte ces éléments-là. Donc vous voyez l'intérêt de descendre comme ça un petit peu plus bas, c'est qu'on voit d'autres choses apparaître. Alors, quelle conclusion on peut tirer de ce regard sur la dynamique allemande? Trois petites choses très rapidement. Puis après, on va passer à la Suisse. Tout d'abord, la comparaison entre la France et l'Allemagne, malgré tout, ça il faut le noter, montre la particularité de la France, le fait qu'on a une république qui dure, même si elle est réduite, elle dure. Là-dessus, Maurice Agulon avait raison, il y a une spécificité. En revanche, si on abandonne le cadre national, je vous l'ai dit encore une fois, ça n'a aucun sens au fond de ne s'arrêter qu'à l'expérience du Parlement de Francfort, puisqu'il n'y a pas d'État-nation allemand à ce moment-là. On voit bien que l'expérience républicaine n'est pas que française. En réalité, tous ces contre-mouvements de l'année 1849 en Italie et en Allemagne sont extrêmement importants et ils nous rappellent que dans le flot des événements de 1848, les notions de liberté, république, démocratie sont en fait riches de 1000 sens et il faudrait poursuivre l'analyse du sens exact qu'ils ont pu prendre à ce moment-là. Enfin, dernière chose, on voit bien, lorsqu'on descend encore à l'échelle du pays de Bade, qu'on a d'autres dynamiques transnationales qui apparaissent, puisqu'on a vu là les liens avec l'expérience polonaise, française et les échanges au sein de l'espace germanique. Chaque fois, au fond, on a une multiplicité d'échelles qui est en jeu. On n'a jamais affaire à des mouvements uniquement locaux. Si je voulais compliquer la chose, je vous dirais qu'on a des configurations dans les configurations. Et que là, évidemment, le travail amènerait à être encore un petit peu poursuivi à chaque fois. Il faudra arriver à se saisir de ces liens, des liens de liens qui forment l'ensemble Révolution de 1848. Et là, on voit qu'on a affaire à un mouvement effectivement important. Alors, pourquoi la Suisse ? Et bien parce que notre ami Friedrich Ecker, lorsqu'il s'exile après s'être fait battre en avril 1948, où est-ce qu'il va, à votre avis? Merci. En Suisse. Alors, bravo pour la personne qui a fait l'affiche. Toutes mes félicitations. Excellent. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Je vous l'ai dit, depuis la fin de la guerre civile, la Suisse donc, est une république, elle met en place un État confédéral, et donc on débat tout au long de cette période-là sur, voilà, on veut un État républicain sur des bases libérales et radicales. Le problème, c'est que le premier test auquel elle va être confrontée, c'est les exilés du Printemps des peuples de 1848. C'est-à-dire, chacune de ces mouvements qui a échoué va envoyer des exilés en Suisse. Et là, on va avoir une tension très forte entre l'héritage de l'expérience de 1848 et ce qu'on va appeler la réelle politique. Qu'est-ce qu'on fait de ces exilés? On a des milliers de combattants de 48 qui arrivent en Suisse, dont certains très connus comme Giuseppe Mazzini, par exemple. Et cet afflux provoque un débat. Et on a un débat qui reproduit la structure fédérale de la Suisse. Au niveau de la tête, au niveau fédéral, en gros, on a très peur des représailles autrichiennes. L'Autriche dit « oulala, rendez-moi les exilés, sinon j'interviens ». Même chose pour Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, on va plutôt adopter une attitude extrêmement diplomatique, voire conciliante. A l'inverse, les cantons radicaux, comme celui de Genève par exemple, ou celui de Vaud, vont être extrêmement opposés à cette politique et vont défendre le principe du droit d'asile et de la cause des exilés. Donc on a une tension à l'intérieur même de la nouvelle structure fédérale suisse. Qu'est-ce qui est décidé finalement? Un arrêté est pris en décembre 1848 qui dit que
tous les réfugiés italiens, on va les mettre dans la Suisse intérieure, pour qu'ils ne soient pas trop près, en gros, de la péninsule italienne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, interdiction aux cantons d'accueillir de nouveaux exilés. Et là, les cantons ne sont pas d'accord. Tout ceci est suivi de près par Engels, toujours lui, qui suit les débats pour la nouvelle Gazette rhénane, et on retrouve cet espace de connexion transnationale allemand. Au passage, on le retrouvera au moment de la guerre de 1870. On a tout un circuit là, suisse-allemand extrêmement puissant. L'arrêté finalement est pris. Manque de chance pour cette Suisse en construction. En 1849, l'échec des révolutions allemandes dont je viens de vous parler envoie près de 9000 réfugiés en Suisse. Et puis, vous savez comme moi qu'en décembre 1851, on a un coup d'État en France. Où vont les exilés français? En Suisse. Donc, et Napoléon III exige immédiatement leur expulsion. Et petit à petit, entre l'afflux, les tensions, les menaces, eh bien, les plus radicaux vont commencer à mettre de l'eau dans leur vin. Je vous ai mis Henri Drouet, qui est un radical vaudois, ex-grand admirateur du Printemps des peuples, qui devient conseiller fédéral, et qui vous dit à ce moment-là, en 1849, donc je cite, « Désormais, les temps héroïques sont passés pour la Suisse, et il faut rester bien tranquille derrière la haie de la neutralité garantie. » Bref, on laisse passer. En quoi est-ce que c'est intéressant? C'est que la Suisse, avec laquelle du coup j'ai ouvert ma séquence 1848, on peut la terminer avec celle-là, illustre parfaitement la situation post-1848. C'est un excellent exemple de ce qui se déroule à l'échelle européenne, c'est-à-dire, on a d'un côté une réaction générale, une phase de réaction menée sous la houlette, notamment de l'Autriche, mais aussi de la France. Pour ceux qui sont parvenus à avoir un État beaucoup plus libéral, on s'adapte à ce nouvel ordre, c'est-à-dire qu'on abandonne la puissance d'entraînement des grands idéaux de février 48. Et à l'échelle européenne, on va avoir toute une phase après 1848 où chacun des espaces européens va être traversé de tensions, tantôt libérales, tantôt autoritaires. Ça vaut pour tous les espaces européens. La dimension transnationale est encore plus visible à l'échelle des États, mais ce n'est peut-être pas du tout ici l'objectif de mon propos. Mais cette issue suisse, au fond, est extrêmement révélatrice de cette manière dont on retourne au réel après 1848. Donc j'en viens à ma conclusion. Trois choses. Et donc du coup, j'ai mis 1 heure pile. Je suis docile. On voit le problème posé par une approche fondée sur les seuls États ou nations, c'est que ça conditionne le regard. Si on prend France, Suisse, etc., ça oriente l'analyse, d'une part, en fonction des trajectoires ultérieures de chacun des États, comme si c'était propre à une nature de cet État. La France était naturellement républicaine, l'Allemagne était naturellement libérale, la Suisse, etc. Et ce qui s'est passé dans le cas de la Révolution de 1848, c'est que les historiens ont tout de suite renationalisé les révolutions, faisant oublier tout ce jeu de connexion dont je viens de vous parler plus ou moins maladroitement. Beaucoup reste donc à faire, beaucoup reste donc à redécouvrir. On voit bien ici comment une approche transnationale, même s'il y aura un événement aussi bien connu que 1848, invite à transformer les grandes interprétations ou à trouver de nouveaux sujets. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, considération méthodologique. Vous avez vu, dès qu'on pose les questions de cette manière-là, on est confronté à des problèmes de méthode. Quelle source? Quel lieu? Comment les trouver? De la même manière, on ne peut pas faire d'analyse connectée sans faire d'analyse comparée. Ça n'est pas possible. À un moment, vous êtes obligé d'intégrer les dynamiques propres de chacun des espaces que vous étudiez. De la même manière qu'on ne peut pas faire d'analyse comparée sans faire en réalité d'analyse connectée, ou alors il faut le justifier. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur à mettre en œuvre. Pour être tout à fait honnête, ce que je vous ai présenté là est assez maladroit par rapport à ce qu'on devrait être capable de faire d'ici quelques années, je l'espère. Enfin, ça ne s'arrête pas là. Notre ami Ecker, une fois qu'il va en Suisse, où est-ce qu'il va après? Il part aux États-Unis et on va le retrouver combattant dans la guerre de sécession américaine en 1860-1865. C'est mon ouverture impériale et globale. En réalité,
si on fait une approche sensible aux connexions, on doit déborder en dehors de l'Europe et vers des combinaisons qu'on dira impériales, c'est-à-dire qui intègrent les territoires coloniaux, et globales. Je vous donne juste 3 exemples en guise d'ouverture. Tout d'abord, le Royaume-Uni. On dit souvent que le Royaume-Uni a échappé à la vague révolutionnaire. En réalité, c'est vrai, mais pas dans son empire. Si vous vous rendez à Ceylan, on a des radicaux qui utilisent la chute de Louis-Philippe pour mettre en place des banquets sur le modèle français. Là encore, ça ne veut pas dire que ça a le même sens qu'en France, mais on reprend la même pratique. Lien plus direct encore en Amérique latine ou en Colombie, après l'arrivée des libéraux radicaux au pouvoir en 1849, on met en place des ateliers industriels qui s'inspirent directement de Louis Blanc et des ateliers nationaux. Là, le lien est encore plus direct, mais il faut se rappeler que ce sont déjà des républiques en Amérique latine, donc que la République n'est pas une expérience uniquement européenne. En réalité, en 1848, la République est davantage une expérience américaine qu'une expérience européenne. Donc il faut élargir encore le regard. Et puis, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé alors que c'est majeur. Je suis passé très vite tout à l'heure sur l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage du 27 avril libère tout de même 250 000 esclaves dans les colonies françaises et va avoir des effets sur les abolitions de l'esclavage, notamment en Amérique latine, au Pérou, par exemple, en 1854. Vous savez simplement que l'abolition de la traite et l'abolition de l'esclavage n'a jamais fait cesser la traite elle-même, même illégale, puisqu'en 1848, c'est près de 60 000 personnes qui sont encore déportées à Cuba et au Brésil. L'élan libéral a ses limites. Bref, l'onde révolutionnaire de 1848, si on veut la saisir réellement, vibre à une distance encore plus longue. On a donc bien affaire à une puissante transformation qui apparaît décalée par rapport aux lectures habituelles. Mais, et je terminerai là-dessus, le problème qui se pose à l'historien, c'est que les modèles d'analyse spatio et temporelle dont on dispose sont mal adaptés pour analyser correctement ces espèces de flux et contre-flux qui changent en permanence au cours de la séquence dont je viens de vous parler. Je vous remercie.